Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là pour cette soirée. Donc, Reporter, notre ligne éditoriale, c'est le traitement de l'actualité au jour le jour à travers le prisme de l'écologie politique, parce qu'on considère que la crise écologique qu'on vit, c'est le plus grand défi de notre temps. Donc, à travers notre ligne éditoriale, on affirme que l'écologie a une dimension essentiellement politique, dans le sens de la justice sociale et de l'émancipation. Donc ça, c'est la base. Après, comme toutes et tous, on a été très frappés et choqués par la séquence politique qui s'est ouverte après la dissolution de l'Assemblée nationale. Et on s'est posé encore plus la question de notre positionnement. Ce positionnement, c'est que plus que jamais, on accorde une attention particulière aux luttes locales, aux luttes écologistes contre les grands projets inutiles et imposés. Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte historique qui est au cœur du démarrage de Reporter. Ça a continué depuis. Ma collègue Lauriane Cholet tient à jour une carte de France des luttes locales. Et en ce moment, on suit énormément la lutte contre le projet d'autoroute A69 et le projet contre les méga-bassines. Pourquoi ? Évidemment parce que c'est des projets qui sont écocidaires. C'est pas nous, à Reporter, qui le disons. C'est également la science. Parce qu'à Reporter, on s'appuie sur tout ce qui est recherche scientifique et on publie très régulièrement des articles sur des travaux de recherche sur le climat et la biodiversité. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on fait souvent le procès aux médias écologistes d'être des médias partisans, engagés, comme si on n'était pas vraiment journaliste, on n'était pas forcément... nos articles ne reposaient pas sur la science, mais c'est faux. Il y a un consensus scientifique sur le réchauffement climatique. C'est malheureusement utile encore de le rappeler. Et mon collègue Vincent Luquez a d'ailleurs montré que c'était pas forcément l'écologie qui n'était pas scientifique, c'était plutôt l'inverse, puisqu'il a publié un article très intéressant que je vous recommande sur Emmanuel Macron, qui s'est autoproclamé voix centriste de la raison et qui en fait a des positions complètement à rebours des connaissances scientifiques sur les pesticides, l'A69 et les méga-bassines notamment. Ces mobilisations, ces luttes locales, c'est aussi la question de nos modes de vie qu'elles posent, la manière dont on se déplace, la manière dont on mange, le modèle agricole qu'on défend. Et ça pose aussi la question de la répression d'État, répression des militantes et des militants, mais aussi des journalistes, puisque à Reporter, plusieurs journalistes ont été poursuivis en justice pour avoir couvert ces luttes. Depuis le mois de juin, et plus encore, ces luttes, elles nous intéressent aussi parce que très souvent, elles prennent place dans des milieux ruraux qu'on présente souvent comme acquis au vote du Rassemblement national. Donc c'est un axe qui est vraiment important pour nous en fait, de travailler cette question des ruralités. À Reporter, on a un régime de télétravail régional. On a la possibilité de vivre en région et de venir à Paris seulement une semaine par mois. Ce qui fait qu'on a plusieurs journalistes qui, depuis des années, vivent dans ces territoires, dans un petit village du Gard, dans un petit village d'Ariège. Et c'est quelque chose qui est précieux aussi pour nous. On s'appuie sur un réseau très dense de correspondants locaux parce que c'est vraiment en fait important d'avoir cet ancrage territorial et d'être au plus près des territoires. On a un article là qui a été publié aujourd'hui sur la vidéosurveillance qui se développe dans les villages. Et enfin, dans ce contexte-là politique, il nous semble plus que jamais important de documenter le climato-scepticisme de l'extrême droite, ces saillies anti-écolo.
Donc on l'a fait, Mathilde l'a dit aujourd'hui en parlant de la croisade anti-écolo des médias d'extrême droite, mais on l'a fait aussi en s'intéressant à ce qui se passe ailleurs, par exemple la manière dont des militants d'extrême droite allemands rachètent des villages, s'installent dans des fermes dans l'est de l'Allemagne pour diffuser leur idéologie. Donc c'est plus important que jamais de faire ce travail-là. Et enfin, on essaie aussi de travailler la question des imaginaires, puisque c'est une chose en fait de dénoncer et de rappeler inlassablement la réalité de la crise climatique. C'est aussi important de montrer que chacun, chacune, parfois, enfin, il y a des initiatives un peu partout sur les territoires pour proposer des alternatives et créer d'autres imaginaires. Merci de m'avoir écouté. Merci. Vert, c'est un média en ligne qui raconte toute l'actualité de l'écologie de manière simple et cool. En fait, on essaye de prendre les sujets les plus compliqués et les plus désespérants, tout ce qui est autour de la crise climatique, et de rendre ça simple, accessible, et en fait, on donne des infos et de la force. Donc on pratique un peu l'humour à notre modeste niveau, on fait pas mal de jeux de mots. Là, vous voyez Météo France, bon ils sont pas toujours excellents, mais voilà, on essaie de faire des trucs bien. Et on est un média qui travaille beaucoup aussi avec des scientifiques, c'est un média qui est très ouvert aussi sur son écosystème, et c'est vraiment pour ça qu'on est hyper heureux d'être là, avec tous ces médias qui s'engagent, et notamment avec cette urgence qui naît vraiment de la perspective de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Et on travaille à la fois avec des médias indépendants, et aussi avec des médias, des gros médias mainstream, avec France Inter, avec Combini et d'autres. Et on a participé notamment à mettre sur pied la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui est un texte en gros qui aujourd'hui sert de boussole auprès de 200 médias qui l'ont signé, qui permet en fait à tous les journalistes de tous les médias de mieux traiter leurs sujets à la lumière des crises écologiques. Et nous on se définit comme un média généraliste de l'écologie. Voilà, on n'est pas un média spécialisé, on a un média qui parle de tout avec ce prisme de l'écologie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pascal Praud dans la salle ? Il n'y a que ça. Qui connaît Pascal Praud? Levez la main. Ok, il y en a plus que Vert. En fait, vous informez super mal, mais très bien. Je pense que vous avez bien fait de venir ce soir. Alors, Pascal Praud, on le lit dans ce nouveau magazine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter. Le JD News. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le JD News, c'est la contraction de JDD et CNews. Voilà, c'est aussi fainéant que ça comme titre. Et c'est le nouvel hebdomadaire du groupe Bolloré. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce que c'est une lecture indispensable, hein. On y retrouve toutes les obsessions et la dream team de l'extrême droite. Il y a Onfray, il y a Finkielkraut, il y a Pascal Praud, il y a tout le monde. Et on y retrouve évidemment les thèmes principaux. Et ce numéro est d'ailleurs dédié à la liberté d'expression. Et je pense que vous avez compris maintenant que liberté d'expression, c'est le faux-nez de mon opinion contre les faits. Et je peux raconter absolument ce que je veux. Et la science n'a aucun intérêt. Ce que racontent les experts n'a absolument aucun intérêt. Et pour vous en convaincre, je vais vous lire Pascal Praud dans le JD News. Alors, les choses se compliquent si une voix conteste l'idéologie dominante. Au hasard, citons le réchauffement climatique, sujet qui m'intéresse. Amusez-vous à critiquer un rapport du GIEC. La planète brûle, l'homme est responsable. C'est une vérité révélée. Alors déjà, Pascal Praud, maintenant, il ose dire qu'il y a un changement climatique, ce qui n'était pas le cas il y a un petit moment. C'est une vérité révélée. Je reçois sur le plateau de CNews des scientifiques qui nuancent cet axiome. Ils sont cloués au pilori. Il existe des mots qui tuent. Climato-sceptiques, complotistes sont des étiquettes qui, collées au dos de certains, promettent des fins de carrière, comme celle de Pascal Praud, bien sûr. Bon, voilà, j'ai lu ce magazine pour que vous n'ayez pas à le faire, mais ce que ce magazine raconte, outre les insineries habituelles de l'extrême droite, c'est que la coalition... En fait, moi, je suis très admiratif de l'extrême droite pour ça, c'est que ça fait des années qu'ils sont hyper bons pour faire front commun. Alors, ils sont aidés par le fait qu'ils appartiennent tous à la même personne, généralement, donc ça aide à créer des solidarités. Mais dedans, on a tous les journalistes de CNews, Europe 1, Paris Match qui s'interviewent les uns les autres, et on les retrouve sur les antennes de télé, les antennes de radio, et j'en passe. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà analysé à l'époque où je travaillais à Mediapart, et on avait écrit avec ma collègue d'alors, Lucie Delaporte, un article « L'union des droites passera par les médias ». Et on racontait comment l'extrême droite avait fait naître toute une galaxie de médias indépendants, hein, c'est les critères de l'extrême droite, des petits médias, et en fait créer des ponts entre les petits et gros médias pour saturer l'espace public. Et donc nous, on doit être capable de faire ça aujourd'hui, de s'unir et de prendre l'espace qu'on peut prendre aujourd'hui pour changer le récit, changer le narratif et mener la bataille culturelle, puisqu'il n'est plus question en fait de laisser Pascal Praud dire qu'on ne peut plus rien dire, il faut juste ne plus le laisser parler et avoir une force de frappe médiatique qui est comparable à celle de Pascal Praud aujourd'hui. Merci, bonne soirée.
Alors moi, je vais m'embrayer sur un sujet qui fait la suite du billet humoristique, mais en un peu plus sérieux. Mais vous verrez, il y aura des passerelles entre ce qu'a dit l'humoriste et moi. Alors il y a quelques jours, la FNSEA, principal syndicat agricole, a publié un projet de loi visant à détricoter ce qu'il reste de réglementation environnementale, sans un mot pour le sujet du foncier qui est pourtant crucial. Après sa récupération de la révolte des agricultrices et agriculteurs de janvier dernier et l'influence qu'il a eue sur la première version de ce projet de loi, le syndicat du complexe agro-industriel démontre une nouvelle fois sa capacité à orienter largement l'action du ministère de l'Agriculture. Regardons la situation agricole à l'échelle globale. D'après l'ONU, 40% des terres agricoles dans le monde sont désormais dégradées. Si l'on prolonge cette dynamique destructrice, en 2050, c'est une surface grande comme l'Amérique du Sud qui se trouvera dans cet état. Cette dégradation se double d'une dépossession systématique qui se poursuit depuis 4 siècles sur tous les continents avec la privatisation des terres communes qui accompagne le développement du capitalisme. Sous des dehors du développement, ce mouvement empêche les paysannes et paysans d'assurer leur subsistance. En France, d'ici 2030, la moitié des agricultrices et agriculteurs vont partir à la retraite et c'est près d'un quart des terres agricoles qui vont changer de main. 200 fermes disparaissent chaque semaine. Et si le complexe agro-industriel poursuit sa route sans rencontrer d'obstacles, la dynamique d'agrandissement, de robotisation et d'empoisonnement généralisé se poursuivra. À la revue Terrestre, nous publions des longs formats qui mêlent l'actualité des idées au temps long de l'analyse afin de démultiplier les scènes de la catastrophe écologique et d'ancrer matériellement et localement les manières de lutter et de bifurquer. Avec le collectif Reprise de Terre, nous enquêtons depuis plusieurs années sur les questions agricoles et le foncier, car il nous a semblé crucial d'étendre les mobilisations autour du climat et du CO2 vers la question des terres. C'est pourquoi on défend que ce bouleversement du monde agricole peut être une opportunité pour des changements émancipateurs. Sortir ces terres du productivisme, de l'accaparement et de la concentration pour les orienter vers celles et ceux qui souhaitent cultiver de manière durable tout en préservant la vie sauvage. Impulser une réforme institutionnelle de grande ampleur pour transformer le foncier agricole en bien commun, c'est-à-dire opérer un partage démocratique, équitable et soutenable de l'accès aux ressources. Troisièmement, reprendre la terre aux machines, c'est-à-dire mettre un terme à un siècle d'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation qui nous a dépouillés des savoir-faire sur nos milieux de vie. Et enfin, instaurer une sécurité sociale de l'alimentation pour rendre une alimentation de qualité accessible à tous, donc sans le logiciel, l'application dont on parlait tout à l'heure, et rendre viable des dizaines de milliers de fermes paysannes. Ce retour sur terre est urgent et vital. La détresse des agricultrices et agriculteurs lors de la révolte du début d'année a montré combien l'impasse du complexe agro-industriel était totale. Au point d'extrême conquête du capitalisme sur chacune parcelle de nos vies, et d'extrême dépendance au marché pour assurer nos moyens de subsistance, il est souhaitable d'enclencher un mouvement de démarchandisation. Il y a 80 ans, l'économiste hongrois Karl Polanyi nous avait alertés. Avec la révolution industrielle, pour la première fois dans l'histoire, la terre, la monnaie et le travail ont été transformés en marchandises. Ce que l'histoire a fait, nous pouvons le défaire. Il est temps de libérer la terre, la monnaie et le travail de leur assujettissement marchand. Alors que les principaux milliardaires approfondissent leur sécession avec le reste de l'humanité et font de la conquête de l'espace leur ultime utopie politique, viser un nouveau partage des terres, vouloir mieux se nourrir, replanter des haies, réinventer le métier de paysanne et paysan et réagencer nos machines à nos usages est l'exact contraire d'une utopie. Nous sommes attachés à la terre, à expérimenter d'autres manières de vivre, de penser, de sentir et d'habiter cette vieille terre nourricière. Il est essentiel, dans la bataille des idées qui fait rage, de rappeler les faits. Si la vie et la sécurité sont menacées, ce n'est pas par des faits divers ou des remplacements fantasmés, c'est par l'enjeu de la subsistance, dont la terre est le fondement et le vivant la condition. Il est crucial de dépasser les questions de vote pour ramener le politique vers la subsistance et vers la construction de réseaux d'entraide dans des territoires partagés. Bâtir en commun sera une aventure joyeuse. Si le monde est fini, les individus et les groupes sont porteurs de possibles et de potentiels infinis. Merci pour votre attention et lisez Terrestre. Alors chez Splan, on n'a pas 2,20 € à mettre dans le JD News, mais on a des bénévoles qui achètent des bouquins et c'est grâce à ces bénévoles que j'ai exploité honteusement que je vais pouvoir vous faire ce petit speech. Je suis très heureux de faire partie de cette table ronde des éco-terroristes indépendants.
ou plutôt des illusionnistes. Et en fait, les illusionnistes, c'est le titre de cet essai d'Erwan Seznec et Géraldine Vosner, qui sont tous les deux journalistes au point et toutologues à elles toutes seules sur les plateaux d'infos en continu. Et en fait, en quoi il est remarquable, ce bouquin de Géraldine Vosner et d'Erwan Seznec, c'est qu'il décrit à merveille la guerre des récits qui se joue aujourd'hui au quotidien pour nos médias, donc pour nos sources, donc pour nos auditoires, et donc pour l'intérêt général, et en fait pour vous. Alors en fait, leur thèse, elle est simple, et elle rejoint un peu ce qu'a dit Lou tout à l'heure. Nous serions, les écoterroristes indés, la courroie de transmission de l'écologie politique, je cite, courant de pensée faisant courir le plus grand risque à notre pays. Alors on va le redire parce qu'elle est quand même formidable. Courant de pensée faisant courir le plus grand risque à notre pays. Et en fait, je bug pas, mais je vous le dis parce qu'il faut que ça rentre. Il faut bien qu'on garde ça dans un coin de nos têtes, surtout, comme tu l'as dit François, quand on réalise des enquêtes sur l'enfer que vivent au quotidien les riverains des mastodontes de l'engrais ou de la pétrochimie, comme récemment nous l'avons fait à la Timac à Saint-Malo, ou encore récemment à Total Energy à Saint-Nazaire. Il faut que ça rentre dans nos têtes de pioche pour éviter que nos travaux conduisent à des impacts concrets, comme justement la condamnation de la Timac Agro le 27 février dernier par le tribunal de Brest. Ce géant des pesticides a notamment été reconnu responsable de préjudice moral au titre de 5 associations environnementales bretonnes, 5 assos sans qui nous, Splan, n'aurions pu révéler ces rejets d'ammoniac à Saint-Malo jusqu'à 15 fois supérieurs à la législation en vigueur. Alors certes, on va rester modeste, les écoterroristes indés. La Timac a été condamnée à quelques dizaines de milliers d'euros quand la Timac réalise 4,1 milliards par an. Mais quand même, déjà ça, c'est trop pour le camp d'en face. D'où le regain de virulence dans cette guerre des récits menée à grands coups de baguettes mainstream et de lobby. Et comme il commence à se faire tard, j'ai une petite comptine qu'a déjà commencé à nous raconter François, c'est l'histoire des omnivores. C'est un nom tout mignon derrière lequel se cachent de très vilains petits cochons. Alors comme je n'ai pas le talent d'Hakim, je vais arrêter là les histoires et je vais reprendre mon boulot. Les omnivores, c'est un nom enfantin pour l'un des plus puissants lobbies bretons, le lobby porcin. Lobby qui, à l'été 2023, a édité une note interne qui dénonce le système Leroy et sa mouvance. Inès Leroy, autrice de la BD des algues vertes, qui est marraine de ce plan. Et donc cette note interne dénonce un système Leroy et sa mouvance dont nous ferions partie, ainsi que notre collègue et ami Nicolas Legendre. Alors cette note, elle fait suite à la sortie de son livre Enquête, Silence dans les champs, peut-être que certains et certaines l'ont lu, et elle comporte des éléments de langage qui font partie de cette guerre des récits, aussi subtils que Nicolas Legendre mène une croisade personnelle dont le but est la fin de l'agriculture et de la production alimentaire en Bretagne, rien que ça. Alors d'illusionnistes, nous voici les journalistes d'investigation dépeints en croisée. Et ces arguments, ils prêteraient à sourire si cette note interne et ces éléments de langage n'avaient pas rapidement inondé l'ensemble des coopératives bretonnes. Et quand on sait que la plupart des agriculteurs qui acceptent parfois de nous parler une fois l'autorisation de la coopérative bretonne obtenue, on mesure l'étau qui se resserre sur l'investigation et notamment, comme l'a dit Benjamin de Médiacité, sur l'investigation locale. Autre particularité de ce plan, nous sommes au cœur de notre territoire, de nos sources. Et donc cette guerre des récits et cette mise sous pression des champs, elle n'a qu'un but, c'est tarir nos sources à la source et donc tarir l'information pour vous, chers citoyennes et citoyens. Alors ça fonctionne, mais ça renforce aussi et surtout les lanceurs et lanceuses d'alerte dont le courage et la mission de révélation des scandales sanitaires et écologiques est notre premier pied d'appui, nous les journalistes d'investigation. Et je pense là à ces groupes de Brestoises qui nous ont contactés au sujet des implants Essure, des implants contraceptifs interdits un peu partout dans le monde et très tardivement en France, des implants aux effets secondaires délétères. Sans ce plan, elles n'auraient pu libérer leurs paroles et donc porter l'affaire en justice. Et sans elles, ce plan n'aurait pu faire ce que nous, journalistes d'investigation, savons faire rimer l'investigation avec scoop, mais aussi avec rééquilibrage des narrations, ce rééquilibrage dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc j'en termine là-dessus, François. Un petit scoop tout chaud, tout frais, qui est dans notre newsletter de samedi. Suite à la crise agricole du début de l'année, certains parlementaires ont voulu apporter des réponses à cette crise. C'est le cas d'Antoine Armand, un petit jeune député macroniste de Haute-Savoie, qui a organisé un colloque le 14 mars dernier intitulé « L'avenir de nos agriculteurs et de nos entreprises alimentaires ». Bon, le scoop, vous l'avez compris, le partenaire de ce colloque,
c'était les omnivores. Et voilà comment Armand le député, aujourd'hui Armand le grand argentier, a offert à l'un des plus puissants lobbies de l'agro-industrie un joli rond de serviette à Bercy. Je vous remercie. Je suis ravie d'être là. Je viens de la région lyonnaise, parce que Basta est effectivement basé en région parisienne, mais on est toute une équipe à être un peu dispatchée aux quatre coins, y compris aussi jusqu'à Berlin. Donc voilà, ravie d'être là ce soir. Alors, comme journaliste à Basta, moi, je traite particulièrement des sujets liés à l'agriculture, qui est considéré comme un des secteurs principalement responsables du changement climatique. Et il y a un peu plus d'1 an, on a lancé une newsletter qui s'appelle « On en agro » et qui est dédiée à l'envers de l'alimentation. Alors, vous en avez une petite illustration tout à l'heure avec les dessous du 4 quarts. Et bien voilà, ça fait partie des sujets dont on parle. Et puis, voilà, plus largement, on y traite des dérives de l'agro-industrie. Et ce lancement, il a eu lieu 6 mois avant que la crise agricole ne fasse la une des médias. Donc crise qui a explosé à l'hiver 2024. Et alors, pour rebondir sur la guerre des récits qui vient d'être évoquée, je voudrais rapidement revenir sur le traitement traitement médiatique de cette crise agricole. Alors, 3 enseignements. Le premier, c'est que la presse, elle s'est surfocalisée sur la FNSEA. Vous avez compris, on en a parlé. C'est le syndicat agricole majoritaire aujourd'hui. Il a été présenté comme l'acteur principal du mouvement, sauf que, en fait, quand on se rendait dans les cortèges, dans les premiers cortèges, ce qui apparaissait, c'était que ce mouvement-là, il échappait en fait complètement aux syndicats. Il est vraiment parti d'une colère paysanne bien en delà de ces syndicats. Bref, reste que dans les médias, c'est la FNSEA qui est apparue comme l'acteur majeur, et ce sont les revendications de la FNSEA qui ont été mises en avant, notamment la fameuse réduction des normes environnementales. Il y a une espèce de guerre des normes, en particulier des normes environnementales, qui a été lancée. Et là encore, sur le terrain, ce n'était pas tant la question des normes que finalement plutôt leur cohérence, mais surtout, ce qu'on entendait, c'était l'aspiration à vivre dignement de son métier. C'était ça qui revenait dans les échanges. Et puis en creux, voilà, il y avait la question de la concurrence déloyale, la question du libre-échange, puis la question de ces marges qui font que voilà, les agricultrices et agriculteurs peinent à vivre de leur métier. Le deuxième enseignement, c'est un traitement médiatique par les chaînes info qui a polarisé sur les agriculteurs contre les écologistes, et réciproquement. Or, s'adapter au changement climatique, ça ne fait absolument pas débat dans le monde paysan. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces paysannes et paysans, c'est les principales victimes du changement climatique. Ils font face au quotidien à une intensité et à une multiplication des aléas. Et puis aussi, voilà, pour une fois, on va s'appuyer sur des sondages. Et en l'occurrence, les sondages montrent que plus de 2 tiers des agriculteurs qui sont interrogés, ils voient la transition écologique comme une nécessité. Et étrangement, ce type de sondage-là ne faisait absolument pas la une des bandeaux de LCI et autres chaînes d'infos. Et puis le troisième enseignement, c'est une presse qui a été surfocalisée sur l'extrême droite au moment de cette crise agricole, et en particulier sur le RN. Comment ? En couvrant systématiquement les déplacements des élus RN. Reconquête aussi, Zemmour a été particulièrement mise en avant à ce moment-là. Mais aussi par les tentatives de médias comme CNews, notamment à capter la colère. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'ils avaient retourné le logo CNews pour faire écho aux panneaux qu'on trouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, retournés à l'entrée des communes. Initiative qui avait été lancée par la FNSEA pour indiquer qu'on marchait sur la tête. Bref, la chaîne CNews n'a cessé d'amplifier les critiques dirigées notamment contre les écologistes et l'UE pour mieux labourer le terrain pour le RN. Alors, face à ces 3 enseignements, on a un devoir, c'est celui d'informer. Et à Basta, ça fait 15 ans qu'on a la volonté d'offrir au plus grand nombre en accès libre des clés pour comprendre le monde et des leviers pour le changer. Alors, notre travail, il révèle non pas un, mais des mondes agricoles, avec des tailles d'exploitation, des revenus, des orientations politiques, des modèles de production qui sont extrêmement variables. Et par exemple, il y a une catégorie en agriculture qui est plus invisible que les paysans, c'est les paysannes. On a récemment écrit un grand format où nous racontons comment les banques, par exemple, sont plus réticentes à accorder des prêts bancaires à des agricultrices
qu'à des agriculteurs. Ça devrait vous évoquer quelque chose. Et puis quand elles leur accordent enfin ces prêts, ces prêts, ils sont plus modiques que pour leurs homologues masculins. Et puis finalement, en cela, l'agriculture, elle n'est pas si différente du reste de la société. Elle est confrontée à la question du partage des richesses, à la question des inégalités et finalement à la question d'un monde habitable. Mais ce ne serait pas suffisant de se limiter au constat, et à Basta, on tente aussi de mettre en lumière les alternatives, alors depuis les maisons de semences paysannes, pour échapper aux brevets sur l'alimentation, jusqu'aux initiatives de sécurité sociale de l'alimentation qui fleurissent sur le territoire. Et alors, contrairement à la polarisation qui est affichée par les chaînes d'infos, ce qu'on constate, c'est des alliances entre consommateurs, consommatrices, agricultrices, agriculteurs, pour créer de vrais leviers de changement. Et je voudrais finir sur un dernier point, c'est qu'à Basta, on est convaincu de la complémentarité des médias. On est convaincu des médias indépendants. Et on a fait le choix de dédier une partie de nos moyens humains au développement d'un portail des médias libres qui a été évoqué par Mathilde. On accompagne ce portail de 2 newsletters hebdomadaires chez les Indés en France et chez les Indés internationales. Et l'enjeu, c'est faire valoir la richesse des contenus qui sont produits en toute indépendance par plus de 200 médias. Ces contenus, ils sont autant de remparts contre le pire, mais c'est aussi autant de remparts pour ouvrir des possibles, d'autres récits, d'autres manières de voir le monde. Merci. Merci.